où il a également fait un poste. Donc, il est le directeur de l'école de l'eau de l'Université de Kinshasa, le directeur du CREBAC. CREBAC, c'est le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. C'est un chercheur confirmé, reconnu au niveau, je peux dire mondial, en tout cas il est plus au niveau de l'Afrique seulement. Il passe pour le porte-drapeau du bassin du Congo dans tous les forums où l'on se bat pour le leadership du bassin du Congo et l'attention scientifique. Actuellement, il est professeur à l'Université de Kinshasa. Il est également professeur invité à l'Université de Rhodes en Grande-Bretagne. Il est membre du comité exécutif du Conseil panafricain de recherche scientifique. Il apporte une très grande expertise professionnelle dans plusieurs institutions, dont la commission du bassin du Congo, Ubangi Sanga Sekos. Monsieur le professeur, sans plus tarder, vous avez la parole. Merci beaucoup. La conférence sur les partenariats des forêts du bassin du Congo. Donc cette semaine, il y a eu clôture hier. Alors, c'était une conférence qui avait accueilli plus de 600 invités qui venaient du monde entier. Et c'est que lors de cette conférence, les rôles du forêt du bassin du Congo a été mis en exergue. Les rôles vis-à-vis du transfert de l'énergie, les rôles au regard du cycle de l'eau. Et nous devons savoir que les forêts du bassin du Congo constituent une pompe qui envoie de l'eau dans les pays arides du nord de l'Afrique, mais aussi dans le pays de l'est de l'Afrique. Aujourd'hui, en Éthiopie, on a construit une grande barrage de renaissance. Et cette barrage-là produit de l'électricité. Et cette eau qui est utilisée pour alimenter cette barrage provient des pluies qui sont alimentées des forêts du bassin du Congo. Voilà un peu un service environnemental que les forêts de la RDC sont en train de rendre à l'humanité et qu'on ne peut pas vraiment quantifier sur le plan de la valeur monétaire. Alors, les forêts du bassin du Congo, je vois l'ambassadeur venait de le dire, c'est que les forêts jouent un rôle de puits de carbone. Durant la dernière décennie, on a fait deux grandes découvertes. La première découverte, c'est que le forêt du bassin du Congo, plus que tout autre écosystème forestier du monde ou bien des océans, absorbe plus de carbone par unité de surface. Vous comprenez? Et aussi, on venait de faire une autre découverte sur les tourbières du bassin du Congo. Avec le professeur Bissa, nous avons fait des investigations, nous sommes partis sur le terrain dans les tourbières pour récolter des informations sur les tourbières. Et les tourbières du bassin du Congo actuellement, qui s'étendent sur environ 16 millions d'hectares, contiennent environ 30 gigatonnes de carbone stocké. Et si cela, en termes de comparaison, équivaut à 3 ans d'émissions de gaz à effet de serre du monde entier sur le plan global. Et si aujourd'hui les tourbières sont dégradées, c'est que l'humanité entière va souffrir. Donc voilà un peu les rôles que joue le bassin du Congo, non seulement sur le plan local, mais aussi sur le plan global. Et il y a intérêt à ce que nous puissions conserver ces forêts. Actuellement, il y a une réflexion qui est menée, c'est que, ok, nous devons conserver ces forêts, nous devons les protéger, mais les communautés locales qui vivent aux côtés de ces forêts doivent aussi vivre, doivent aussi envoyer leurs enfants à l'école. Si vous partez dans ces milieux, c'est la pauvreté sur pauvreté. Quel est le modèle que nous pouvons mettre en avant pour concilier la conservation et le développement socio-économique des communautés? Et ça, c'est la science. Ça a été même l'écrit qui a été lancé lors des travaux du partenariat des forêts du bassin du Congo pour appeler les scientifiques à s'investir afin de pouvoir travailler dans ce sens, aider les décideurs.
Alors, on m'avait demandé de pouvoir faire une présentation sur les rôles des ressources en eau dans la lutte contre la désertification. C'est ce que je vais devoir faire. Alors, nous pouvons un peu parcourir rapidement, je vais passer des temps. Contre l'Afrique, alors, c'est la situation physiographique, les caractéristiques physiographiques et climatiques de l'Afrique, où nous voyons la partie du nord et la partie australe qui sont un peu, qui ne sont pas vertes comme la partie centrale. Et lorsque nous prenons un peu la situation globale de la distribution de l'eau dans le monde, il n'y a qu'environ 0,3% d'eau accessible qui se trouve dans les rivières, dans les lacs, que nous pouvons utiliser. Les autres sont dans des formes qui ne sont pas directement utilisables. Il faut une technologie un peu plus avancée. Cela montre comment est-ce que cette ressource est vulnérable, épuisable, et ça demande notre attention pour que nous puissions la protéger. Travaillez avec moi s'il vous plaît, c'est qui voit la vérité. Alors, ici, c'est une situation, nous sommes en train de parler en Afrique de la canarisation et de la sahélisation. Le nord, c'est le désert du Sahel qui est en train d'avancer vers la partie centrale d'Afrique, vers les sud, c'est le désert de Kalahari qui est en train de monter vers la partie centrale d'Afrique. Le bassin du Congo contient des forêts, contient des ressources en eau qui peuvent bien contribuer à développer une sorte de résilience au changement climatique en Afrique ou bien résilience à la désertification. Alors ici, je vais un peu passer si je ne vais pas m'attarder. Alors, nous avons cette situation de la dynamique climatique, sécurité environnementale et changement des systèmes socio-économiques en Afrique, où c'est un rapport de l'OMM, l'Organisation mondiale de météorologie, qui décrit un peu un tableau très très sombre du changement climatique en Afrique en termes d'élévation des températures, distribution irrégulière et anomalie des précipitations, pénurie d'eau, élévation des niveaux des océans et érosion côtière, intensification des événements extrêmes. Nous avons d'un côté des inondations telles que nous avons vues et vécues bien entendu au mois de décembre 2023, au mois de janvier-février 2024. Et nous avons aussi de l'autre côté des sécheresses. Croissance démographique et changement d'occupation des terres, impact sur la santé et la biodiversité, il y a des ressources. Tout ça, ça va créer, ça va conduire au conflit. Ces minéraux stratégiques comme une réponse naturelle aux problèmes du climat. Le pays détient plus de 62% des forêts tropicales du bassin du Congo, plus de 52% des réserves totales d'eau douce de l'Afrique et 10% des réserves totales d'eau douce du monde. Et nous avons des minéraux stratégiques, plus de 80 millions d'hectares de terres arables, donc de quoi réellement donner solution au problème du changement climatique en Afrique. Et des services écosystémiques, nous avons des tourbières, nous avons des forêts inondées, nous avons des zones humides, nous avons des bassins versants. Intensification, sédentarisation des systèmes de production agricole et sécurité alimentaire. Corridor d'échange et de biens et de services, nous voyons l'économie bleue. Ici, c'est vraiment l'économie verte, l'économie bleue, l'économie circulaire qui interviennent. Donc, les nouvelles dimensions de l'économie que les étudiants doivent appréhender et maintien de l'industrie extractive. Alors, les potentiels, je ne vais pas, mais je pense que nous avons déjà fait plusieurs conférences dans ce cadre qui parlent du potentiel en ressources en eau du bassin du Congo. Je ne vais pas revenir ici, allons rapidement. Voilà, ici, les ressources en eau que détient la RDC. Mais ce que je vais soulever ici, c'est, voilà, quand nous parlons que la RDC détient 62 ou bien les 2 tiers de la superficie du bassin du Congo, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la RDC devra prendre le leadership de la gestion du bassin du Congo.
Et ce leadership devra passer par la maîtrise des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances, les innovations scientifiques. Et il faudra que les jeunes puissent se préparer. On y va. Au sud, c'est un peu la saison sèche et vice-versa. Si bien que, s'il vous plaît, si bien que au niveau du fleuve, au niveau de la partie centrale, nous avons une stabilité sur le plan hydrologique. Nous avons beaucoup. Alors, ces ressources en eau donnent lieu à ce que j'appelle service des ressources en eau. C'est que nous avons des possibilités de pouvoir mieux servir nos populations, nos communautés en termes de besoins d'eau domestiques et municipaux, bien entendu. L'hydroélectricité, environ plus de 100 000 mégawatts, d'eau, de potentiel hydroélectrique. Mais actuellement, nous tous nous connaissons la situation. Les gens sont en train de jouer avec les données, mais ce n'est pas plus de 10% de la population qui a accès à l'électricité. L'eau nous fournit des possibilités de pouvoir irriguer. L'eau nous fournit des possibilités, il y a des services pour le maintien de la biodiversité aquatique et il y a des services pour la navigation. Nous sommes dans une région tropicale humide. Maintenir les infrastructures routières, c'est vraiment un casse-tête. Mais nous avons cette route bleue naturelle, les réseaux hydrographiques avec environ 25 000 km de voies navigables qui nous aident à pouvoir nous connecter avec d'autres pays riverains du bassin du Congo, mais aussi avec des territoires enclavés, pour pouvoir désenclaver et faciliter l'évacuation des produits. Il y a beaucoup de produits agricoles dans les milieux ruraux qui peuvent être évacués. Voilà un peu les services de ressources en eau qui sont disponibles. Les domaines possibles de cette coopération régionale impliquent l'hydroélectricité, la navigation et c'est des défis de la sécheresse et pénurie d'eau. Ici, je vais prendre les cas les plus précis notés dans le bassin du Congo. C'est que dans la partie nord du pays, nous avons assisté à une sécheresse, une sorte de désertification qui avance vers le bassin du Congo. Et cette sécheresse, dans la partie nord, nous avons un système hydrographique que nous appelons le lac Tchad, qui a subi une perte en termes de surface mouillée de 90%. C'était la superficie initiale était de 25 km² et il y a eu une diminution jusqu'à atteindre environ 2000 km². Donc une diminution d'environ 90% de la superficie mouillée pendant la période de décennies. Alors, cela a engendré des problèmes. C'est qu'il y a des éleveurs nomades, Mbogoro, qui se trouvaient dans cette zone, qui ont commencé à migrer vers le bassin du Congo. Mais cela se fait avec aussi beaucoup de conflits, avec la dégradation des ressources naturelles, puisqu'ils viennent avec des milliers, des centaines de milliers de troupeaux. Et aux endroits de passage de ces troupeaux, c'est que s'il y avait une forêt, après les passages, ça devient un désert. C'est ainsi que lorsque nous regardons maintenant dans les zones, avec les images satellitaires, nous voyons les zones telles que Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, et vers la partie Ituri, où il y a concentration des éleveurs Mbogoro, il y a vraiment une modification de la végétation et des forêts, et nous sommes en train d'assister à la désertification de ces milieux. Et ces éleveurs occupent même les zones protégées. Occupent les zones protégées, et ces zones sont maintenant transformées. Ce n'est plus des zones protégées,
il y a une grande dégradation. Et cela a un grand impact sur non seulement la biodiversité, mais aussi la vie des communautés qui dépendent de ces écosystèmes. Nous aider à pouvoir résoudre cette situation. Moi, je dis oui. Il y a deux principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Le premier principe, c'est que l'eau douce est vulnérable, épuisable et devra être finie, bien entendu, devra être protégée. Il y a le quatrième principe, il y a normalement 4 principes, je prends le premier, je prends le dernier. Le quatrième principe, c'est l'eau douce a une valeur économique dans tous ses usages et devra être traitée comme un bien économique. Et si nous comprenons ce principe, c'est que nous n'allons pas gaspiller l'eau. Pour le moment, nous sommes en train de gaspiller de l'eau. C'est que nous recevons environ 1300 milliards de mètres cubes d'eau par an que nous déversons presque entièrement dans le fleuve. Ça, c'est un crime environnemental ou bien un crime économique. Excusez-moi de le dire, je suis scientifique et je sais pourquoi je l'ai dit. Nous partons en Égypte, nous voyons qu'ils reçoivent seulement, nous recevons 1300 milliards, en Égypte ils reçoivent 86 milliards de mètres cubes par an. Mais lorsque vous regardez les investissements en termes de services, des ressources en Égypte, et bien dans le pays du bassin du Nil et en RDC, c'est vraiment les jours et la nuit. C'est là que nous avons besoin, pas d'une méthodologie, mais d'un système de pensée pour pouvoir un peu combler ces paradoxes. Alors ici, nous voyons l'hydroélectricité. Il y a lieu de pouvoir investir dans l'hydroélectricité et distribuer l'électricité. Il y a déjà un plan vers l'Afrique du Nord, vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, même en Europe. Ça, c'est vraiment un système adaptatif pour lutter contre les effets de la désertification, les effets même de migration des populations qui sont en train de venir, puisque ces populations sont dans le besoin. Il y a une nécessité. L'autre, c'est l'irrigation. Nous avons environ 80 millions de terres arables. Oui, nous sommes en train d'atterrir. Mais nous en termes d'irrigation, c'est seulement 62 000. Il y a même moins, 62 000 hectares que nous sommes en train d'irriguer. On ne fait pas l'irrigation. Ici, notre agriculture est pluviale, agriculture surbrûlée, itinérante et agriculture pluviale qui est vulnérable au changement climatique. Donc c'est difficile que nous puissions faire face, donc nous devons changer nos systèmes agricoles. Voilà, ici c'est le plan des parcs agro-industriels que nous pouvons développer et faire des irrigations, exporter la nourriture. Nous parlons de la navigation, je pense que j'ai déjà évoqué les cas de la navigation. Oui, allez-y s'il vous plaît. Voilà, c'est que les transferts d'eau virtuelle, c'est quoi? Quand je porte cet habit, pour fabriquer cet habit, c'est qu'il y a une certaine quantité d'eau. Pour pouvoir produire 1 kg de maïs, 1 kg de riz, il y a une certaine quantité d'eau qui est allouée à cette fabrication, à cette production. Alors, lorsque nous importons des tonnes et des tonnes de riz et d'autres produits, c'est que nous sommes en train d'importer de l'eau. La RDC, au regard des terres arables qui est là, des ressources en eau disponibles, la RDC devra exporter de l'eau et non importer comme nous sommes en train de le faire. Et nous proposons des transferts d'eau virtuelle comme un système pour pouvoir pallier au problème de migration au niveau de l'Afrique du Nord. C'est que nous pouvons, avec la terre arable, c'est que nous pouvons cultiver des spéculations qui sont appropriées pour les gens du bassin du lac Tchad et les exporter avec des coûts vraiment réduits.
Alors, cela est documenté avec le professeur Michel Bissa. Nous avons produit ce livre ici. C'est Nexus Climat, eau, migration et conflit dans le bassin du Congo. Et au chapitre 4, il y a vraiment toute une documentation sur une littérature sur les transferts d'eau virtuelle, comment ça s'est fait, comment est-ce que nous pouvons nous y prendre. Pour conclure, technologique ou financière, en termes de ressources humaines et expertise. Ça, ce sont des questions de réflexion que nous devons mener pour pouvoir arriver à faire face à tous ces défis de désertification, dégradation de nos écosystèmes naturels.